Acte 18. Saladin est blessé. Tu aurais dû voir la tête de Madame Vincent, maman, lorsque je l'ai reprise sur les dates de conquête de Cordoue et de Séville. Je ne l'avais jamais vue dans un état pareil, dit Saladin en relatant à Amina les événements de la journée. Tant mieux, je t'avais dit qu'il fallait t'armer de patience. Ce n'est que l'acte 1. L'acte 1 ? Ça veut dire quoi, maman ? Interrogea Saladin, intrigué par cet acte 1. Tout simplement qu'il y aura l'acte 2, ajouta Amina. Pourquoi des actes ? Nous ne sommes pas au théâtre ? La vie est une comédie, Saladin. Nous sommes tous plus ou moins des comédiens. Certains vivent la réalité, d'autres sont enfermés dans leur obsession ou dans leurs rêves. J'ai ma petite idée sur la suite des événements. Il est hors de question de laisser cette enseignante nous contrarier davantage. Ma patience a des limites. Heureusement que tes autres enseignants ne sont pas comme elle. Oui, heureusement, maman. D'ailleurs, j'oubliais. Elle m'a chargé de te transmettre un message en me disant que tu comprendrais. Ah, quel est donc ce message ? Tu avais raison. Elle m'a dit 3 fois Sevilla, Sevilla, Sevilla. J'espère que tu lui as répondu, s'inquiéta Amina. Oui, ne t'inquiète pas, maman. Je lui ai répété au moins 6 fois Ishbilia. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Saladin. Fais de beaux rêves. L'acte 2 approche, ajouta Amina à voix basse. Saladin se mit au lit. Il était pensif. Il ne parvenait pas à combler le vide laissé par son père. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas osé aborder le sujet avec sa mère. La seule évocation de cette absence clouait sa mère au lit pendant des jours. Il fut tiré de ses pensées par la pierre de l'anneau qui s'illuminait sporadiquement. Il n'avait, là encore, qu'une hâte, rejoindre son ami Ibn Battuta, ce qu'il fit en frottant la pierre. Que se passe-t-il ? Pourquoi tout ce monde ? C'est encore la fête de l'Aïd ? S'interrogea Saladin, surpris par ces festivités. L'Aïd est passé depuis bien longtemps. J'ai offert ce repas en l'honneur de mon mariage. Profites-en et viens manger avec nous. Mais je croyais que vous aviez déjà fêté votre mariage avant l'Aïd il y a quelques mois. Ibn Battuta était fort gêné. Disons que je parle de mon second mariage. Nous avons eu un différend avec mon premier beau-père et j'ai été contraint, la mort dans l'âme, de me séparer de sa fille. Quoi ? C'est inhumain. Quel est le tort de cette pauvre femme si c'est son père qui posait problème ? Rétorqua Saladin un peu naïvement. Je vois qu'il faut que je t'explique certaines choses de la vie, répondit Ibn Battuta. Ton éducation est vraiment à parfaire. Profite du repas si tu as faim. Je ne comprends pas tout du monde des adultes, c'est sûr. Sommes-nous toujours en Tunisie ? Non, nous sommes en Libye. Nous étions hier à Tripoli et avons essuyé l'attaque de troupes arabes qui convoitaient nos biens. Fort heureusement, l'escorte qui nous accompagnait les a repoussés. Les routes sont si dangereuses ? Demanda Saladin avec quelques inquiétudes. La région est très instable. Les Hafsides ont bien progressé dans ces contrées, mais l'instabilité est très forte ici. Il faut faire attention à notre sécurité. Dans ce cas, je préfère aller visiter d'autres horizons. Tu as au moins cette chance-là, dit Ibn Battuta un peu contrarié. À ce propos, que connaissez-vous de Tombouctou ? Tombouctou ? Je ne connais pas. Où cela peut-il bien se situer ? Au Mali, répondit Saladin. Le Mali ? Es-tu sûr de bien connaître ta géographie, Saladin ? Ces noms me sont inconnus. Et si j'essayais de vous le situer en vous traçant une carte sur le sable ? Tu saurais faire cela ? Tu es vraiment étonnant. Saladin se mit à tracer grossièrement sur le sable les principaux pays du Maghreb, sous l'œil épaté d'Ibn Battuta. Il finit par tracer les pays limitrophes connus aujourd'hui sous les noms de Mauritanie, Mali et Niger. Remarquable, Saladin. Par contre, à quoi correspondent les traits qui séparent les pays ? Ce sont des frontières, répondit Saladin un peu surpris par la question. Des frontières ? Elles me paraissent mal situées. Et par quoi sont-elles délimitées ? Je ne reconnais pas à ces endroits, en supposant que ton tracé soit exact, ni montagne, ni fleuve qui les justifieraient. Drôle de question, mais en fait, je crois deviner d'où vient cette incompréhension. Ces frontières ont été tracées par des hommes sur une carte. C'est un peu long à expliquer. Très bien.
Ce n'est pas le plus important. Je crois reconnaître ici le Sahara. Si je ne me trompe, le pays que tu as délimité plus au sud est une partie du Bilad al-Soudan. C'est cela que tu désignes par Mali? Interrogea Ibn Battuta, excité comme un enfant. Tout à fait. Mais que signifie Bilad al-Soudan? Et pourquoi dites-vous que c'est une partie seulement? Pour moi, c'est tout le pays, poursuivit Saladin. Bilad al-Soudan désigne le pays où les hommes ont la peau noire. Quant à ton tracé, il est soit erroné, soit incomplet. Ibn Battuta traça sur le sable ce que représentait pour lui le Bilad al-Soudan. Saladin fut stupéfait. Ce que vous avez ajouté sur le tracé correspond à mon époque au Sénégal, au Niger, une partie du Burkina Faso et une autre du Ghana et peut-être même de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est un immense empire alors? C'est l'état de nos connaissances aujourd'hui, Saladin. Je ne pense pas me tromper. De nombreuses caravanes passent par cet axe et sont souvent chargées de marchandises précieuses. On parle d'or et d'ivoire. J'ai entendu parler des villes de Ghana et de Gao. Les Almoravides, qui dominaient alors une grande partie du Maghreb, firent de nombreuses incursions dans ces territoires. Mais attends un instant. Je crois savoir à quoi tu fais allusion. De nombreux pèlerins que nous avons croisés sur notre route nous ont parlé d'un roi venu du Bilad al-Soudan et qui fit le pèlerinage l'année dernière. On raconte que sa suite était immense avec des dizaines de dromadaires chargés d'énormes sacs remplis de poudre d'or. « Incroyable !» s'écria Saladin. « Il faut absolument que j'aille à sa rencontre. Dommage que je ne puisse pas t'accompagner. Je me serais volontiers penché sur ces sacs. » commenta Ibn Battuta un peu dépité. Saladin profita de la tombée de la nuit pour frotter la pierre de l'anneau et rejoindre cette caravane. La seule inconnue, comme souvent avec l'anneau, restait de savoir où Saladin allait cette fois-ci atterrir. Quelle ne fut sa surprise lorsque, balancé de droite à gauche, il fut accueilli par des cris stridents de femmes qui firent pleuvoir sur lui une série de coups avant de l'éjecter au dehors comme une vulgaire marchandise. Il tomba sur un sol meuble qui amortit sa chute. Il ne tarda pas à se relever brusquement et à sautiller dans tous les sens. Saladin était en plein désert au moment le plus chaud de la journée. Le sable, qui avait amorti sa chute, était aussi brûlant que des braises ardentes. Saladin s'était retrouvé dans un palanquin, transporté par un dromadaire. Cet abri léger, bien connu des pays d'Orient et du Moyen-Orient, permettait de transporter des personnalités importantes ou, plus fréquemment, des femmes. Saladin, est-il nécessaire de le rappeler, était en caleçon. Le soleil ne caressait pas sa peau, il la consumait. Ces quelques secondes d'exposition prolongée suffirent à provoquer chez notre jeune héros une insolation. Fort heureusement, 2 soldats de l'escorte armée de la caravane intervinrent pour rattraper Saladin avant qu'il ne s'évanouisse. Après de longues heures, Saladin, encore fébrile, ouvrit les yeux avec difficulté. L'air était beaucoup plus respirable et la sensation de fraîcheur qu'il ressentait au niveau de son front lui était fort agréable. Il était allongé sur une natte de nomade très confortable. 2 serviteurs, positionnés respectivement à sa droite et à sa gauche, brassaient l'air en agitant de larges éventails confectionnés par des plumes d'autruche. Un 3e serviteur lui rafraîchissait le front à l'aide d'un tissu imbibé d'eau. Saladin parvint à se redresser pour s'asseoir. Il scruta avec attention l'immense tente faite de laine de dromadaire sous laquelle il se trouvait. De nombreuses personnes présentes étaient attentives à ses moindres faits et gestes. Il l'observait comme l'on observe une curiosité. Sur une chaise, qui faisait office de trône temporaire, se tenait avec majesté un homme robuste à la peau couleur d'ébène et au regard perçant. Il tenait un sceptre somptueux entièrement recouvert de feuilles d'or. Cet homme se leva et se dirigea vers Saladin. Cette scène était assez rare pour susciter l'étonnement des personnes présentes. Arrivé à la hauteur de Saladin, il lui dit « Bienvenue au lionceau de l'Atlas. »« Merci, mais... » Saladin était fort intimidé. « Où suis-je et qui êtes-vous ?»« Tu es ici mon invité. Je suis Kanga Mansa Moussa, empereur du Bilad al-Soudan. Nous revenons, ma cour et moi, du pèlerinage. Un homme de la garde personnelle du sultan Mamelouk d'Égypte m'a demandé une faveur que je lui ai accordée. J'ai cru qu'il allait me demander de l'or, comme l'ont fait beaucoup de ceux que j'ai croisés.
Mais il m'a parlé de ta venue et je me suis engagé à prendre soin de toi le temps de ton séjour parmi nous. Tu es donc mon protégé. Kanga Mansa Moussa s'étonna Saladin. Ce valeureux soldat que j'ai rencontré m'a beaucoup parlé de toi. Il a été très élogieux à ton égard et a surtout insisté sur la pureté de ton cœur. Je me demande d'ailleurs comment il a pu mesurer cette pureté sachant que seul le Très-Haut connaît le contenu de nos cœurs. C'est gentil de sa part. Malheureusement, je ne sais toujours pas qui est ce chevalier, rétorqua Saladin. Nous allons passer la nuit ici et lever le camp avant l'aube. Nous ne sommes pas à l'abri des brigands. Où allez-vous, tu veux dire? Où allons-nous? Nous nous rendons à notre capitale. Ah, nous allons à Tombouctou alors? Tu veux dire Timbuktu? Quelle idée! Non, la capitale de mon empire est située à Niani. C'est beaucoup plus loin que Timbuktu. Mais nous y ferons une halte. J'ai appris que mes troupes avaient repris Gao, situé non loin de Timbuktu. Nous pourrons donc remonter le fleuve Niger en toute sécurité. Nous pourrons visiter la ville alors? Ajouta Saladin. Décidément, tu es un vrai lionceau, impatient. Timbuktu est surtout le point de raillement de centaines de caravanes marchandes. Il y a beaucoup de monde et je la trouve personnellement un peu bruyante. D'ailleurs, pour amener tout ce monde à un peu plus de sérénité, je vais y faire construire une mosquée. Oui, je sais, poursuivit fièrement Saladin. À Djangaraïbé. Étonnant. Je n'ai même pas ordonné la construction de la mosquée que tu en connais l'emplacement. Vraiment surprenant, ajouta l'empereur Mansa Moussa. La cour écoutait ces échanges avec stupéfaction. Cet empereur, d'ordinaire peu loquace, s'est penché sur ses projets avec un jeune inconnu venu de nulle part. Nous sommes en 1325. Les croyances animistes étaient encore très vivaces chez les courtisans de Mansa Moussa, en dépit de leur islamisation. Ils soupçonnèrent Saladin d'être un sorcier blanc, maîtrisant à la perfection son art. Un individu, noyé au milieu de ses courtisans, dont la tenue était typique des Touaregs, avait le visage recouvert par le prolongement de son chèche. Sorte de turban fait d'au moins 4 mètres de tissu et destiné à protéger la tête et le visage des agressions du soleil et des tempêtes de sable. Cet individu avait observé l'un des conseillers de l'empereur, dont le visage trahissait son incompréhension, mais aussi et surtout son agacement en constatant la nature trop courtoise et trop complice, à son goût, de ces échanges. Il décida de s'approcher du conseiller et lui susurra à l'oreille quelques paroles qui mirent en alerte le conseiller. Ils s'éloignèrent tous les deux et poursuivirent leurs échanges à l'extérieur de la tente. « Cet enfant est dangereux. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. C'est un très grand sorcier qui vous apportera que misère et désolation. Il vous réduira tous en esclavage avec son pouvoir maléfique. » dit l'homme au chèche. « Mais qui êtes-vous? Et comment savoir si je peux vous faire confiance ou non? Pourquoi vous couvrir le visage alors que le soleil commence à se coucher ?» interrogea le conseiller de l'empereur. « Ne vous êtes-vous pas demandé comment ce garçon était arrivé en plein milieu de la caravane et presque nu? Son pouvoir est immense. Il le tient de son anneau magique qu'il porte à la main droite. Personne ne peut s'en approcher sans risquer de mourir ou d'être frappé d'une malédiction. Personne, sauf moi. Et pourquoi vous? Parce que j'ai ceci, poursuivit l'homme en lui montrant sa main gauche. Mais vous êtes vous aussi un sorcier puisque vous avez un anneau similaire au sien. Oui, je suis un sorcier qui vous veut du bien. Qu'attendez-vous de moi dans ce cas? Je ne peux appliquer mon pouvoir que si je m'approche suffisamment de lui. Le problème que j'ai, c'est cette garde que vous avez affectée à sa surveillance. Il faut me donner la possibilité d'accéder à sa tente sans que les soldats ne m'observent. À moins que vous ne m'accompagniez pour les faire relever. Dans quel but? Quelle est votre intention et votre plan? Il faut lui ôter son anneau du doigt. Or, il n'existe aucun autre moyen de le faire à part de lui couper. Mais voulez-vous me faire tuer? Cria le conseiller. Si quelqu'un apprend que je suis mêlé à cela, je risque de me faire couper la tête. Vous avez entendu l'empereur comme moi lui assurer qu'il était sous son entière protection. Non, c'est beaucoup trop risqué. Très bien, alors faites servir de l'eau à vos gardes en prenant soin de les empoisonner. Sacrifier 4 vies? Je ne peux m'y résoudre, rétorqua le conseiller. Vous préférez, dans ce cas, sacrifier tout un empire avec ses inestimables richesses et voir les vôtres réduire en esclavage alors que vous êtes les maîtres de vos terres? Cela ne me paraît pas dingue d'un futur empereur. Futur empereur? Interrogea le conseiller un brin intéressé. Oui, n'oubliez pas que j'ai, moi aussi, un anneau magique.
Je vous ferai désigner empereur dès que nous nous serons débarrassés de ce sorcier blanc. Vous me le promettez? Je vous le promets. Agissez et laissez-moi faire le reste. C'est entendu. Écoutez, poursuivit le conseiller, nous devons accomplir la dernière prière de la nuit. Les gardes resteront en poste, c'est sûr. Au moment où nous leur ferons apporter de l'eau, tenez-vous prêts. Dès que nous aurons commencé à prier, le poison devrait avoir fait son effet. Et alors, vous pourrez vous introduire sous la tente de ce sorcier. Mais attention, il vous faudra vite partir. Je vous mettrai à votre disposition un cheval avec l'un de mes hommes de confiance qui vous attendra non loin d'ici. Nul besoin de votre cheval, ajouta l'homme au chèche. Je partirai par mes propres moyens. La nuit tombée, les hommes se rendirent en masse, non loin des tentes, pour accomplir leur prière. L'homme au chèche s'était caché dans l'obscurité à proximité de la tente où se trouvait Saladin. Une servante apporta à boire aux gardes. L'effet du poison se fit déjà sentir. Les gardes se mirent à chanceler et tombèrent au sol, les uns après les autres. La prière avait commencé. C'était le moment pour agir. Petit détail, Saladin était encore trop faible pour participer à la prière collective, d'où le fait qu'il restera se reposer. L'homme s'introduisit sous la tente et s'approcha lentement de Saladin qui était allongé, les yeux ouverts. Saladin sentit une présence étrangère et se releva brusquement. Il était désemparé. Cet homme ne l'avait pas salué et avançait vers lui rapidement. Saladin tenta bien de s'enfuir, mais il était tellement faible que ses jambes le trahirent. Il tomba au sol. L'homme se rua sur lui et tira une dague qu'il brandit au-dessus de la tête de Saladin. Ce dernier, pris de panique, essaya de se débattre, mais il ne put s'opposer à tant de force. Soudain, l'homme au chèche fut comme soulevé par une main invisible qui le tira en arrière, dans son projet diabolique, par l'intervention miraculeuse d'un homme au visage dissimulé, qu'il ressemblait bien à un soldat, mais qui ne semblait pas appartenir à l'armée de l'empereur. La lutte s'engagea entre les deux hommes. Le soldat fut plaqué au sol par l'homme au chèche. La lutte était intense. Voyant qu'il ne parvenait pas à repousser son assaillant, le soldat cria à Saladin. « L'anneau, l'anneau, l'anneau !» Saladin comprit qu'il devait le frotter pour s'échapper. Mais comment ce soldat connaissait-il le pouvoir de l'anneau? Il commença à frotter la pierre de l'anneau. Au moment où la fenêtre de lumière s'ouvrit, l'homme au chèche, dans un geste ultime de désespoir, dégaina son sabre et tenta de frapper Saladin qui fut touché à la main gauche avant de disparaître. Le soldat réussit à faire fuir l'assaillant et poussa un ouf de soulagement avant de se raviser et de se tenir la tête. Il y avait des taches de sang au sol. Saladin avait été blessé avant de quitter cette époque.